Bonjour, vous êtes Audric Alexandre, vous êtes né à Arras, je crois, dans le Pas-de-Calais, en mai 1989, donc vous avez 35 ans. 35 ans. Vous êtes enseignant très européen, puisque d'espagnol, d'anglais, vous êtes aussi à la faculté de droit, c'est ça, et vous êtes aussi en école de soins infirmiers. Vous avez été candidat aux législatives de 2022 dans la première circonscription du Nord déjà, donc déjà une expérience de la politique. Vous êtes aujourd'hui candidat aux élections européennes en tant que tête de liste de PACE, vous me dites si, voilà, si je me trompe dans la prononciation, qui est le Parti des citoyens européens. Oui. Alors ça tombe bien, à Europa Nova, on est un think tank qui publie, mais qui organise aussi des débats tournés vers les citoyens. Donc on est ravis de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Et je voulais, avant de commencer les questions, je voulais que vous nous expliquiez ce que ça veut dire finalement PACE. Alors, PACE, c'est l'acronyme de Parti des citoyens européens, mais c'est aussi un mot qui veut dire la paix dans plusieurs langues européennes, en corse, en italien, en roumain et en albanais. Donc c'est Parti des citoyens européens, mais c'est aussi la paix, la raison d'être de l'Union européenne. Et donc c'est un nom qui porte l'Europe en lui-même. Merci pour cette explication. À Europa Nova, nous avons réuni la société civile européenne, donc une cinquantaine de personnalités, des professeurs d'université, des entrepreneurs, des artistes, des politiques, des responsables d'ONG. Et nous avons réfléchi sur les prochaines priorités 2040 parce que l'Europe a changé. L'Europe, finalement, enfin la guerre s'est invitée aux portes de l'Europe, il y a eu le Covid, donc c'est plus du tout la même Europe. Donc nous, on a ressenti le besoin de s'interroger, sachant qu'on est à la veille de l'agenda européen. Donc on a publié le rapport que je vais vous remettre tout à l'heure, qui s'appelle voilà, Europe 2040 dès aujourd'hui. On a, nous, identifié 17 questions clés. Et je voudrais savoir pour vous quelles sont les priorités pour un futur européen que vous portez. Alors nous avons 3 priorités que nous portons dans cette campagne. La première d'entre elles, c'est l'armée européenne. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus laisser notre défense entre les mains des États-Unis d'Amérique, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a tous entendu Donald Trump qui disait que s'il était réélu demain, il irait jusqu'à proposer à la Russie de nous attaquer, d'attaquer certains États européens. Donc on ne peut absolument plus laisser notre sécurité entre les mains des États-Unis d'Amérique. Et même si Donald Trump n'était pas réélu et que le prochain président restait le même, par exemple, si demain les États-Unis étaient engagés dans un conflit à l'autre bout de la planète, pour Taïwan par exemple, face à la Chine, même s'ils décidaient de nous aider, même s'ils avaient envie de nous aider, ils n'en seraient sans doute pas en capacité. Et on serait absolument pas leur priorité. Leur priorité, ce serait l'Indo-Pacifique et non plus l'Europe. Donc nous serions livrés à nous-mêmes. C'est pourquoi il faut nous préparer, il faut que nous nous préparions dès aujourd'hui à assurer par nous-mêmes avant tout notre défense, notre sécurité. Donc souveraineté de la défense. Oui. Quelles sont vos 2 autres priorités? L'Europe sociale, dont on parle depuis très longtemps, mais qui n'est pas encore abouti, loin de là. La présidence portugaise en avait beaucoup parlé quand ils avaient pris la présidence, mais on n'a pas encore vu c'est vrai, des grandes avancées. Il y en a eu quelques-unes, mais... Effectivement, mais pas celles qu'on propose en tout cas. Je pense qu'il faut répondre aujourd'hui au sentiment très très fort de déclassement et d'abandon de beaucoup de gens qui se sentent abandonnés par les services publics. Et c'est pourquoi on propose notamment la mise en place d'un véritable État-providence européen avec une assurance maladie, une assurance chômage et une assurance retraite européen en complément des dispositifs nationaux. C'est-à-dire que ces caisses d'assurance maladie, chômage, retraite seraient mises à la disposition des citoyens lorsque ça répond à leurs besoins du quotidien. Et je vais vous donner un exemple concret. Je travaille aussi en Belgique, donc je travaille à moitié en France, à moitié en Belgique, et on me demande par exemple d'avoir une mutuelle des 2 côtés. Et on est à peu près 100 000 travailleurs transfrontaliers en France, donc on est évidemment beaucoup plus à l'échelle européenne, et on vit des tracas du quotidien qui sont vraiment difficiles à gérer parfois. Et il y a un autre problème qui est bien plus grave, c'est lorsque l'État-nation est défaillant.
Et là, on a vécu un exemple dramatique lors de la crise de la dette en 2008-2010 en Grèce, où les Grecs ne pouvaient même plus se faire soigner. Ils ont dû renoncer aux soins de santé parce que l'État grec ne pouvait plus assurer les soins. Et on a vu par exemple des femmes enceintes qui renonçaient à se faire suivre, leur grossesse. Et ça, c'est absolument inacceptable que nos propres concitoyens renoncent aux soins de santé. C'est pourquoi il faut que l'Union européenne s'empare de ça et mette en place un véritable État-providence qui pourra être utilisé par les citoyens là où ça leur rend service, là où ça facilite leur vie quotidienne. Là encore, c'est une priorité très européenne parce que finalement, le transfrontalier, il concerne la France, mais il concerne finalement tous les pays. Donc, c'est éminemment européen. Et quelle est votre troisième priorité? Alors, je pense que la grande priorité aujourd'hui, ça reste la planète, la lutte contre le réchauffement climatique et la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Ça, c'est le combat d'une génération. Et les choses avancent, on a déjà réalisé de grandes choses, mais on n'en est qu'au début. Et là où c'est rassurant ou enthousiasmant, c'est qu'en fait, les recettes, les réponses, on les connaît. On a beaucoup de bonnes idées à mettre en œuvre. Et le véritable problème, c'est leur coût. C'est ce que ça coûte. C'est pourquoi on propose, déjà lors des élections européennes de 2019, on proposait un endettement commun européen pour financer cette transition énergétique, pour financer la lutte contre l'effondrement de la biodiversité, parce que ça peut pas peser, ce coût ne peut pas peser sur les plus modestes d'entre nous, sur les plus fragiles d'entre nous. Il y a des efforts à faire, ils vont coûter de l'argent, et cet effort financier, on ne peut pas le demander aux plus fragiles. Il faut un endettement commun qui accompagnera l'ensemble de la société vers ces mesures à prendre. Merci, c'est très clair. Donc, investir Et là, je pense qu'on est prêt, quand je regarde mes adversaires politiques, je pense qu'on a atteint un niveau de maturité suffisant pour l'envisager. Merci. Est-ce que vous êtes pour l'élargissement de l'Union européenne? Bien sûr, oui. Alors tout d'abord, l'élargissement aux États des Balkans qui sont déjà dans un processus d'adhésion depuis très longtemps, et je souhaite qu'il continue et qu'il arrive à son terme dès qu'ils seront prêts. L'Ukraine, évidemment. Bon, là, j'allais dire c'est consensuel, mais pas tout à fait. Ça l'est de moins en moins. Ça l'est de moins en moins, mais nous soutenons l'adhésion de l'Ukraine. Et nous aurons au mois de juillet, je n'ai plus la date précise en tête, les élections générales au Royaume-Uni. Et je pense qu'un nouveau cycle politique va s'ouvrir au Royaume-Uni. Nous estimons que le Royaume-Uni peut retrouver sa place dans l'Union européenne de demain. Et j'ajouterais peut-être... Sachant qu'il n'y avait que 50% à peu près, ça veut dire que la moitié de ce royaume est pour l'Europe. Effectivement, et lorsqu'on regardait le détail des résultats, c'était toutes les jeunes générations qui étaient favorables au maintien dans l'Union européenne. Et le pourcentage des 16-18 ans qui n'ont pas voté était très très largement en faveur d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Ils sont aujourd'hui majoritaires. Et si je peux me permettre une dernière chose, nous soutenons aussi l'adhésion d'Andorre à l'Union européenne. Nous pensons qu'il faudrait peut-être entamer des discussions avec Andorre, parce que si ce pays adhérait, cela permettrait aux Catalans de devenir langue officielle de l'Union européenne, et ça réglerait un problème qui est très très important pour plusieurs millions de concitoyens, et nous soutenons le catalan en tant que langue officielle. On a la solution, il faudra entamer ces discussions avec Andorre. Merci. Que pensez-vous donc de la défense européenne? Vous en avez déjà dit un mot, donc soyez assez court, parce que j'ai compris que vous vouliez une vraie défense européenne, mais jusqu'où va-t-elle? Voilà, c'est pas une défense européenne, c'est une armée européenne. C'est une armée européenne. La défense européenne, c'est la coordination de nos 27 instruments de défense. C'est une armée, une armée de soldats. C'est pas suffisamment efficace. La preuve, on est attaqué quotidiennement avec des cyberattaques. Il faut une armée. Très bien. Une armée européenne. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit en Europe, sachant que aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent être empêchés parce qu'il y a justement, vous l'avez dit, des réglementations un peu dans chaque pays, il y a des directives, donc il y a un puzzle finalement de plus de contraintes que d'aides pour les entrepreneurs. Et donc aujourd'hui, il y a environ 200 juristes qui ont décidé d'écrire un code européen du droit des affaires, même si ça n'a pas été une commande. Il existe, il est encore à améliorer, mais c'est un premier pas vers une harmonisation du droit. Vous avez aussi des secteurs comme le droit privé, par exemple en cas de divorce entre deux nationalités, où c'est très compliqué de faire exécuter les décisions de justice, parce que finalement, entre deux tribunaux
qui a raison. Donc c'est extrêmement ennuyeux pour les familles souvent, et les enfants qui grandissent avec des parents qui se déchirent. Que pensez-vous de l'harmonisation du droit, tout simplement? On n'est pas favorable à l'harmonisation pour le plaisir d'harmoniser de manière générale. Dans un État fédéral, et nous sommes fédéralistes, nous souhaitons la mise en place d'un État fédéral, il faut harmoniser là où c'est efficace et là où c'est utile, là où c'est pertinent. Dans le droit des affaires, évidemment, c'est pertinent. Donc là, on y est favorable. Le droit des affaires, par exemple, pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, nous proposons d'européaniser l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire européaniser le taux, européaniser l'assiette, et que cet impôt finance directement le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il devienne une ressource propre. Une ressource propre, voilà. Mais d'investir à minima pour les multinationales. L'impôt sur les sociétés des multinationales. Dans un premier temps. Déjà, mettons ça en place, ce sera déjà une très belle avancée, et je pense que la suite pourra se faire naturellement, mais là, c'est l'urgence, c'est la première des urgences au niveau du droit des affaires. Alors, le traité de Lisbonne, donc, il a consacré la primauté des États membres. Vous venez de répondre finalement à la question. J'allais vous poser la question, mais quel bilan faites-vous de l'Europe des nations? Je vous laisse répondre. Alors, bon, l'Europe des nations, c'est le projet des autres, hein, c'est pas le nôtre. Le traité de Lisbonne a quand même réduit un petit peu le champ du droit de veto, de l'unanimité. Et ça, c'est quand même positif, il faut poursuivre dans cette direction. On est évidemment opposé au droit de veto qui bloque les choses, qui nous empêche d'avancer. Dans le système qu'on imagine, qu'on souhaite, un État fédéral, il faut des compétences claires, une répartition des compétences claires, avec par exemple pour le niveau fédéral, l'armée. Il faut que ce soit clairement une compétence européenne. Le niveau national ne disparaît pas. Dans un État fédéral, il y a des États fédérés. Et donc comme en Allemagne. Comme en Allemagne. Et les États-nations continuent à exister. La France continue à exister, à exercer des compétences. Dans le cas de la France, c'est l'éducation nationale, par exemple, ou la justice. Et les régions aussi ont leur place dans ce système fédéral. Et on pense par exemple qu'il faudrait donner aux régions la compétence culturelle et la compétence, la politique linguistique. Donc à chaque niveau, c'est compétences. Une fois, comme en Allemagne, il y a une visite d'État en ce moment qui se finit, donc c'est d'actualité. Quelle est l'action européenne dont vous êtes le plus fier dans le cadre de la politique? Je dirais que vous auriez fait. Porter nos idées pro-européennes de façon assumée, de façon claire, nos idées fédéralistes aux élections depuis plusieurs années. Donc depuis 2017, on se présente aux élections, dans un pays qui a un logiciel encore très national. Oui. Et nous avons ce logiciel européen et nous le portons inlassablement et nous allons continuer. Donc finalement, c'est votre militantisme dont vous êtes le plus fier, qui est vraiment assez singulier, puisqu'il y a relativement aujourd'hui peu de fédéralistes. Et merci de votre clarté, parce que voilà, c'est clair. Enfin, une question un peu plus personnelle. Sur une campagne, c'est beaucoup de travail, aussi beaucoup d'argent aujourd'hui en démocratie pour porter une campagne. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous êtes motivé pour un mandat européen? Peut-être dans votre histoire, est-ce que vous avez puis vous êtes professeur de plein de langues, enfin vous êtes très européen. Finalement, quelle est votre histoire pour être européen à ce point? En Allemagne, il y en a beaucoup. En France, il y en a quand même un peu moins. Donc, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a poussé. Ça peut être une émotion, une rencontre, une histoire personnelle. Le point de départ de mon européisme, c'est un cours d'histoire en classe de 3e. Lorsqu'on est en 3e, alors j'avais 14 ans peut-être, et les cours d'histoire de toute l'année, des 2-3 années qui ont précédé, c'était des histoires de guerre entre Européens. On me racontait les guerres napoléoniennes, la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre de 100 ans, enfin, des guerres entre Européens. Et un jour, vers la fin de l'année, parce qu'évidemment on est en retard sur le programme et on se presse, et on ouvre une nouvelle page du livre d'histoire, et là c'est la construction européenne. Et pour la première fois, donc je suis encore un enfant, j'ai 14 ans, pour la première fois on m'explique que les Européens ont su faire autre chose que se faire la guerre. Ils ont su construire un projet ensemble, un projet de paix, un projet de coopération, de solidarité, et ça m'a bouleversé, cette nouvelle étape dans l'histoire de l'Europe. Eh bien merci, c'est une belle histoire. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Merci. Pour moi aussi. Merci.